Prochain arrêt, Binge Audio. Up in the Sky, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B. Il y a un concept qui est omniprésent aux États-Unis, c'est la notion de WASP, White Anglo-Saxon Protestant, et c'est un concept omniprésent également chez les super-héros. C'est vrai, effectivement, quand on regarde les super-héros d'origine, d'abord, c'est essentiellement des hommes, ils sont blancs, ils représentent l'Amérique puritaine. Et il y a une idée implicite au départ, c'est que ce sont aussi des super-héros qui représentent une norme qui est hétéronormée, donc c'est des garçons, donc il est absolument exclu qu'on leur fasse vivre autre chose que des petites amourettes d'adolescents d'ailleurs. C'est nécessaire pour le public qui est un public adolescent, on est dans l'Amérique puritaine, les années 30-40, quand le Golden Age commence. Donc ça paraît assez compliqué de présenter ces super-héros autrement. Après, il va y avoir justement toutes sortes d'adaptations, des adaptations liées aux minorités, qu'elles soient les minorités alors sexuelles, ça va arriver bien plus tard, la question des LGBT chez les super-héros, mais il va y avoir des adaptations au niveau de la couleur de la peau, donc le concept de race, version américaine, minorité ethnique, et puis également chez les super-vilains. Et peut-être la première ouverture est celle d'ouvrir à l'autre moitié de la planète, c'est-à-dire les super-héroïnes qui arrivent assez tôt et qui restent évidemment blanches et qui s'intègrent bien dans cette Amérique puritaine. Peut-être l'élément le moins exploité du sigle, de l'acronyme WASP, c'est le P de protestant, puisque au fond, le premier super-héros n'affiche pas sa prédilection religieuse. Il est quand même le fruit de deux créateurs qui proviennent des milieux plutôt juifs, de l'immigration juive européenne, et le terme, vraiment la connotation religieuse est quelque chose dont on va pas trop s'encombrer, parce que ça sert à rien de partager le lectorat en donnant au fond une spécificité qui ne sert pas à grand chose en termes de récit. Il n'y a pas de super-héros par exemple qui marque une identité musulmane, mais il y a une petite adaptation récente dans les X-Men où il y aurait une nouvelle super-héroïne afghane, voilée, musulmane, qui s'appelle Dust parce qu'elle se transforme en poussière. Elle est, je crois, violée par des talibans, donc il y a quand même un gros ancrage géopolitique après la guerre en Afghanistan. Et du coup, elle se transforme en poussière pour échapper à ses ravisseurs. Et c'est effectivement une volonté de marquer un peu plus la niche avec un public arabo-musulman féminin. Et il y a eu d'ailleurs des critiques sur la représentation de la burqa, parce qu'elle va être représentée voilée. Très intéressant tout ça. Les femmes, donc, elles arrivent assez vite. Oui, avec le peut-être prototype du genre, qui n'est pas la toute première apparition du super-héroïne, mais disons est la plus remarquée, la plus importante, qui est Wonder Woman en 1941 chez DC Comics. Un personnage qui arrive donc dans un moment marqué par une guerre qui ne concerne pas encore les Américains, qui rentrent en guerre en décembre, mais qui embrase l'Europe. Et donc c'est une super-héroïne qui va afficher les couleurs de l'Amérique alors qu'elle-même n'est pas américaine, c'est une Amazone, donc elle provient d'une île perdue. Et pourquoi elle va défendre les couleurs de l'Amérique? Mais parce qu'elle est tombée éperdument amoureuse d'un pilote de l'Air Force. Et donc, c'est par amour plus que pour conviction. Et là, on retrouve un vieux cliché de la motivation féminine, de l'héroïsme féminin, que va rejoindre les rangs des super-héros patriotiques que, en ces années-là, commencent à être déclinés en plusieurs versions. Donc, vous êtes venu me libérer? J'ai essayé, mais ça ne dépend pas de moi. Je leur ai même demandé de partir avec vous. Moi ou une autre. Une Amazone. Ou des Amazones. Des Amazones. Nous avons le devoir sacré de défendre le monde. Et c'est ce que je veux faire. L'autre élément, c'est que on va faire appel à un psychologue pour créer ce personnage. DC essaye d'explorer des nouvelles manières de conquérir un public plus grand, pourquoi pas conquérir le public féminin. Et
c'est vrai que les jeunes filles ont pas encore en 1941 leur comics dédié. Hein, ce sera le romance comique qui sera surtout apprécié dans les années 50, qui sont des histoires d'amour à l'eau de rose dans la plus pure tradition de l'aliénation féminine de l'époque. Donc pourquoi pas au fond créer un personnage dans lequel les jeunes filles pourront se reconnaître. Apparemment, les études de marché auraient démontré que c'est plutôt des jeunes garçons qui consomment les histoires de Superwoman, qui par ailleurs est représentée ou bien en short ou en mini-jupe, et donc laissant apparaître un peu sa corporalité, qui évidemment pour un adolescent de 13-14 ans est tout à fait intéressant. Ouais. Avec une arme non plus pas trop menaçante, qui est donc ce fouet pour Wonder Woman qui oblige à dire la vérité, c'est ça? Un lasso qui capture comme ça, parfois un fouet. Elle a ses brassards qui sont en tout des armes de défense. Elle a quand même une force impressionnante. Elle vient d'une société bizarre, parce que c'est cette société d'Amazon qui est une société au fond de femmes masculinisées, hein. Enfin, je mets beaucoup de guillemets là-dedans, et qui en tout cas est présentée partiellement comme ça, et qui reste très féminine dans leur apparence, mais très masculine dans leur comportement. Et elle n'intervient pas non plus à n'importe quel moment, puisque, comme dans tout conflit, la Deuxième Guerre mondiale, ça sera aussi le moment dans lequel on aura besoin des femmes, non seulement pour préparer à manger, rester à la maison, s'occuper des enfants, mais aussi pour remplacer les soldats qui laissent des places vacantes dans les usines. Et donc, c'est l'année de la femme Rivet. La fameuse affiche de la femme avec les manches retroussées, qui dit voilà. We can do it, en uniforme, voilà, en bleu de travail. En bleu de travail. Et donc, on est dans un moment où on va visibiliser et valoriser le travail féminin, même s'il y avait des femmes à l'usine bien avant, ça, c'est clair. Mais on trouve un beau paradoxe, parce qu'en même temps, Wonder Woman, elle vient des Amazones. Dans la mythologie, c'est des femmes qui se coupent un sein pour pouvoir tirer plus facilement à l'arc. Les Amazones. Les Amazones. La race légendaire de femmes soldats. Des femmes qui vivaient sans hommes, sauf pendant quelques jours chaque année. Qui vivaient dans leur propre pays, quand les femmes étaient des femmes. Alors que là, effectivement, les super-héroïnes, on l'observe tous, elles sont extrêmement érotisées, on survalorise le corps de la femme, donc le super-pouvoir de l'homme, ce sont ses attributs très masculins, le muscle, le surhomme, alors que la femme, ça va être plutôt une surérotisation, tout est basé sur la corporalité. Ce qui est un petit peu justement intéressant, parce que les éditeurs veulent s'adapter quand même au nouveau public. Donc les âges, les périodes où les super-héroïnes arrivent, c'est soit la Deuxième Guerre mondiale, donc les femmes travaillent, et puis après dans le Silver Age, années 50-60, c'est aussi là où elles commencent à revendiquer leurs droits. Donc il y a tous les mouvements pour les femmes, et ces super-héroïnes arrivent alors que finalement elles réduisent les femmes essentiellement à leur corps. Il y a qu'à voir par exemple la comparaison entre Hulk et son pendant féminin, She-Hulk. Si on met les deux couvertures l'une à côté de l'autre, on voit à quel point elle devient une espèce une énorme bombasse, en guillemets, qui est en fait bien plus intéressante esthétiquement que Hulk, qui lui vraiment réduit à une sorte de monstre. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel des super-héroïnes, c'est ça qu'on va mettre en avant, avec des armures qui n'en sont absolument pas, puisqu'elles exhibent littéralement tout le corps. Donc ça ne les protège pas, elles n'ont pas du tout fonction d'armure. Ça reste au niveau du costume, mais du costume qui va aller beaucoup plus du côté du bikini, en fait, que de du vrai costume type gymnaste, en fait. Et vous êtes une Kree. Une lignée de nobles guerriers. Héroïque. Noble guerrier héroïque. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui change? Je pense à Captain Marvel, là, qui va apparaître sur les écrans. C'est une femme. Exact. Il y a eu toute une histoire par rapport à son costume. Oui. D'ailleurs, on a changé le personnage, parce qu'à l'origine c'est un homme, on le transforme en femme. On lui donne une combinaison d'aviateur, en fait, puisque c'est son travail au départ. Il y a, en tout cas, une revendication de la part de l'actrice elle-même, Brie Larson, qui a demandé à ne pas érotiser le personnage et à ne pas le transformer. Alors, le fait qu'à l'origine ce soit un homme fait qu'il y avait effectivement pas forcément un costume spécifique pour Captain Marvel version féminin. Donc, ils n'ont pas voulu en créer
créer un. Et puis il y a, je crois aussi derrière le gros effet Black Panther. Donc c'est-à-dire Black Panther a remobilisé la communauté afro-américaine et a été un vrai mouvement de société. Et là, en fait, Captain Marvel devient un vrai mouvement de société du côté des jeunes filles, des jeunes femmes. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, le 8 mars, il y a une cagnotte en ligne qui a été ouverte et qui veut offrir en fait des places de cinéma pour que les jeunes écolières aux États-Unis puissent aller voir ce film qui met en avant pour la première fois une super-héroïne complète dans un film qui n'est pas finalement réduite à son côté canon esthétique, mais qui est une vraie guerrière en fait entre guillemets, qui pourrait presque être vraiment dans cette nouvelle tendance de elle n'est pas vraiment genrée, elle est à la fois homme et femme. D'après vous, Wonder Woman, film réalisé par une femme, ça le faisait pas ? Remettre la super-héroïne dans son vrai rôle de femme, votre avis là-dessus ? Valérie, toi qui consommes beaucoup. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, pas tant que ça. Il y a eu d'ailleurs une critique d'avoir été chercher un mannequin. C'est pas à l'origine Gal Gadot qui représente Wonder Woman au cinéma. C'est quelqu'un qui a quand même gagné des concours de beauté, qui a fait du mannequinat. Donc, quelque part, on allait rechercher finalement les critères esthétiques. C'est sûr que Wonder Woman, on s'attendait à trouver une femme qui représente ce qui reste encore des canons esthétiques très traditionnels. Mais en soi, non. À part qu'on retrouve finalement des éléments du récit d'une femme qui sont ceux de la BD. C'est une femme indépendante, c'est une femme guerrière, c'est une femme amazone. Mais elle ne peut devenir elle-même que grâce à un homme. Et le message quand même est toujours là, c'est que la femme en fait ne peut exister que s'il y a un homme pas trop loin. C'est ça, exactement. D'ailleurs, c'est une autre, peut-être on peut encore dire une autre forme de présence de ces origines-là. Je reviens au Golden Age, je reviens aux années 30 et 40. Une des manières qu'on a eu de proposer des super-héroïnes, Wonder Woman, dans ce cas, c'est un peu une exception parce qu'elle existe par elle-même, c'est de décliner des super-héros masculins. Hein. Donc ça a été le cas pour Bullet Man, qui avait Bullet Woman, qui formait une sorte de famille. On va y ajouter aussi un chien à un certain moment, Bullet Dog. Hein. Donc ça fait vraiment la petite famille américaine de super-héros, hein, bien avant le film de Disney. Il y aura la même chose dans l'univers de Captain Marvel, donc je parle du premier Captain Marvel, celui des facettes. Elle aura une famille de plus en plus déclinée, hein, jusqu'au grand-père. Alors donc, il y a le Miss Marvel, l'adolescente, enfin voilà, toutes ces déclinaisons permettront simplement de jouer un peu avec les possibilités, mais ils vont pas donner, pour finir, des vrais personnages destinés à marquer l'histoire des super-héros, comme c'est le cas évidemment de Wonder Woman. La vie a commencé le jour où elle a failli s'achever. On t'a trouvé. Tu avais tout oublié. On a fait de toi l'une des nôtres. Pour que tu vives plus longtemps, plus intensément, plus héroïquement. Tu es né 2 fois. J'ai souvent des flashs. Comme des souvenirs. Quelque chose dans mon passé est la clé de tout ça. Vous savez le piloter ? On verra. C'est oui ou non, sinon il n'en est pas question. C'est oui. Et concernant les super-héros, est-ce qu'on est sur le chemin de l'acceptation de l'homosexualité ? Alors c'est un long chemin, ouais, effectivement, il y a un coming out des super-héros qui se fait depuis le début des années 2000. Mais qui a toujours été problématique. Les super-héros, ils collent littéralement aux mœurs et aux normes de la société, donc c'est pas très surprenant. Pas mal de choses sont nées de la première interprétation qui a été faite dans les années 50 de la fameuse histoire de Batman et Robin, et toutes les légendes qui en sont nées, et le détournement d'ailleurs qu'on a été fait dans la pop culture. Qui n'a pas vu des t-shirts ou des posters où Batman et Robin s'embrassent dans le pop art des années 60, et qui est né en fait à la base d'un roman, d'un livre qui a été écrit par un psychiatre américain qui s'appelle Frederick Wertham, qui avait écrit La séduction de l'innocent pour critiquer en fait le mauvais impact que les comics avaient sur la jeunesse, et il avait évoqué effectivement que ça pouvait impliquer des dérives homosexuelles parce qu'il y a une scène dans la BD où on voit Batman et Robin qui dorment dans le même lit. Donc il s'agit simplement de raisons pour l'aventure des 2 camarades qui partagent le même lit, mais il y a vu quelque chose lié à l'homosexualité, et donc il y a eu une condamnation qui a été faite à ce moment-là par ce psychiatre, et la réaction a été justement par DC de créer le personnage de Batwoman pour détourner en fait, on va dire, le désir c'est amoureux. Batwoman ou c'est Batgirl ? Batgirl en fait, ouais, on confond toujours Catwoman et Batgirl. Donc c'est la Batgirl qui est créée pour finalement détourner l'attention et puis donner un objectif amoureux finalement à Batman. Salut.
Vous vous demandez sûrement ce que je fabrique ici? C'est logique. Hier, je n'étais qu'une ado ordinaire qui essayait vaguement de se trouver. Aujourd'hui, j'ai une belle plante qui s'attaque furieusement à ma cape. Oui, ça fait partie aussi de cette déclinaison familiale, du moment que Robin devient le fils de Batman, puisqu'il y a une femme de Batman, très très éloignée dans les esprits, on éloigne cette logique. Un bouquin qui a eu des effets très importants, donc dans le monde des comics, qui a quasiment presque tué le phénomène, avec la création du coup d'une parade de la part des comics, d'un Comics Code, qui est en 54 réglementer ce qui pouvait être présenté ou pas dans des comics, et qui donc redessine toute la moralité des comics en éliminant tous les comics de horror, de crime, et même des planches entières qui sont redessinées. Red Skull, par exemple, qui était très impressionnant, des méchants de Captain America, est redessiné pour qu'il ait l'air moins monstrueux, donc pour sortir de cette... Qu'est-ce qu'il y a comme interdit? L'anthropophagie, des choses comme ça? Alors, il y a une jolie liste très longue, donc il n'y a pas de sexualité, de nudité, pas de baiser, de s'embrasser bien sûr, pas de crime qui gagne, pas d'offense à la religion, pas d'insultes, voilà, toute une série d'éléments. C'est un peu copié sur le code ACE qui va marquer le cinéma américain pendant une longue période, et donc va normer un peu ce produit qui du coup va être un peu en perte de vitesse pendant les années 50. Ça tue la créativité, oui. Exactement. Après, on a, un peu comme pour les femmes, c'est-à-dire que depuis le 21e siècle, il y a une volonté de adapter les super-héros pour qu'ils répondent plus à des personnes dans le public qui s'identifient pas forcément aux super-héros ou héroïnes présentes. Donc, depuis le début des années 2000, il y a effectivement certains super-héros dont on a montré ou déclaré l'homosexualité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé plutôt chez les X-Men, en fait. Pas inintéressant du fait que ils sont quand même présentés, les X-Men, un peu comme des parias. Le fait qu'ils soient mutants les met un peu à l'écart de la société. Et d'ailleurs, dans les films, la déclaration de l'adolescent qui doit reconnaître sa mutation est présentée un peu comme un coming out. Quand est-ce que tu as su que tu étais un mutant? Vous pourriez ne pas faire ça. Faut nous comprendre aussi. Nous, on pensait l'avoir inscrit dans une école de surdoués. Justement, il est surdoué. Oui, on le sait, mais on se rendait pas Mais compte. ça veut pas dire qu'on ne t'aime pas. C'est que le problème mutant, enfin, c'est un peu... parce qu'il y a un problème mutant. Compliqué. Donc ça se fait un peu de la même façon. Et là, effectivement, il y a eu des personnages comme Anol en 2003, qui est un mutant reptilien qui est présenté comme ayant une relation homosexuelle avec le personnage de Grey Malkin, qui lui-même est enterré vivant par son père quand il découvre que son fils est homosexuel. Donc derrière ça, il y a quand même une forme de culpabilité. Que c'est au 19e siècle. Ça se passe au 19e siècle, l'histoire. Oui. Donc 2 héros qui apparaissent entre 2003 et 2008. Et puis il y a un autre héros aussi des X-Men qui lui alors est un peu plus ancien, et qui est un personnage assez intéressant parce que il est apparu dans toute l'épidémie de sida les années 80. Donc c'est North Star, Vega des X-Men, qui est père célibataire, qui adopte une petite fille dans les années 80 qui va mourir du sida et qui va l'amener en fait à déclarer son homosexualité. Donc on voit encore une fois à quel point ces super-héros ils collent quand même sur des contextes sociaux dans une volonté de montrer qu'ils peuvent toujours se réactualiser dans des contextes, des mœurs qui changent. Et puis après, plus récemment, on a effectivement des vagues de super-héroïnes qui déclarent alors plutôt leur bisexualité, homosexualité. Donc on a le personnage par exemple de Catwoman, qui, alors il y a toujours eu un peu des ambiguïtés autour d'elle, bisexuelle, beaucoup joué sur son érotisme dans la BD, elle s'est transformée maintenant, elle a des polyamours un peu avec hommes et femmes. C'est vraiment une héroïne qui cède à ses impulsions. Oui, complètement. Catwoman. Elle est intéressante pour ça. Enfin, dans le film de Tim Burton avec Michelle Pfeiffer, elle avait vraiment ce côté-là où elle était ni dans le bien, ni dans le mal, ni dans, enfin, comme un chat finalement. Oui, c'est ça, c'est le côté félin. C'est une des applications de l'animal totem. Ouais. Après, ce qui est intéressant aussi, parce que là, effectivement, on a des anticipations dans les années 80. Le phénomène est véritablement opérationnel à partir des années 2000, de sortir des super-héros qui sont homosexuels. Très binaire. Mais après, il y a une tentative aussi d'historiciser, de plonger dans une tradition plus lointaine, alors qu'on a vu avec Batman et Robin que c'était surtout quelque chose à éviter, parce que ça a attiré toutes les foudres de la censure. Et donc,
du coup, on va faire des coming out à des super-héros historiques, bien plus anciens. C'est le cas de Green Lantern, par exemple, qui naît dans les années 40. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a quasiment le même âge que Superman et Batman. De manière au fond, ça a toujours été le cas. On pouvait pas le dire, mais d'une certaine manière, voilà, l'homosexualité fait partie de cet univers depuis les origines. Par contre, ce qu'on va soigneusement éviter de faire, je dirais, de faire des coming out à des super-héros masculins AAA. Donc, c'est pas pour demain que Superman, Batman ou Spider-Man vont avouer leur homosexualité. Oui. Là, on reste quand même accroché au modèle de base et qui font encore conçu comme étant celui majoritaire et donc à pas mettre en danger par rapport aux fans. Hein. Et donc là, ça se passera pas. C'est pas le cas pour les femmes parce que Catwoman, c'est un AAA féminin. Oui. Mais là, c'est différent. L'homosexualité féminine, elle est peut-être encore moins marquée, un peu moins marquée. Elle permet quand même de transformations plus importantes que la masculinité. Ouais. Aidez-moi. On va vous emmener à l'hôpital. Charles, il ne faut pas bouger. Attendez, je crois que... Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sens plus mes jambes. Quoi? Je ne sens plus mes jambes. Je ne sens plus mes jambes. Autre minorité, parce que en fait vous parliez d'homosexualité, moi je me suis toujours dit qu'entre Magneto et le professeur Xavier il y avait quelque chose. Professeur Xavier qui est handicapé, c'est une autre minorité. Ça fait longtemps qu'il est handicapé dans les comics. Oui, on le voit assez rapidement dans sa jeunesse. Il est atteint d'une maladie dégénérative qui fait qu'il a de plus en plus de mal à marcher et puis finalement apparaît le fauteuil roulant. Donc ça évoque effectivement la question du handicap. C'est pas le seul d'ailleurs. Hein. Un autre grand super-héros, Daredevil, il est aveugle. Donc il y a la question du handicap. En fait, on l'a cherché, mais elle est pas extrêmement présente et qui peut aller effectivement comme ambivalence avec l'idée du super-héros, qui est celui qui a quelque chose en plus, qui a un surpouvoir. Et en même temps, si on réfléchit, bien souvent le handicap chez les personnes en situation de handicap, le handicap est compensé par autre chose. Donc ça ajoute une sorte de sixième sens qui survalorise en fait, qui compense le handicap. Ouais, il y a une logique presque de transfert. Oui. En fait, c'est-à-dire la grande puissance d'esprit du professeur Xavier correspond à son immobilité, sa grande faiblesse physique. Et c'est exactement le contraire de Hulk, qui est un bobet avec beaucoup de muscles. Oui. Voilà. Après, effectivement, sur d'autres types de handicap, il y a des initiatives. Il y a un illustrateur américain récemment qui s'appelle Chip Reese, dont le fils est né trisomique et qui s'est dit, mais à quel super-héros mon fils pourrait s'identifier? Il n'en a pas trouvé un, donc il a décidé de créer, avec un système de cagnotte en ligne, effectivement, une nouvelle BD comics qui s'appellera Métaphase et qui mettrait en scène un petit super-héros trisomique. Waouh! Voilà. Incroyable. Alors bon, on parle justement des super-héros au-delà de ce modèle du WASP, le White Anglo-Saxon Protestant. Il y a toute la question évidemment aux États-Unis des origines ethniques différentes, ce que les Américains qualifient de race, qui est pas tout à fait correct biologiquement parlant. Non, c'est vrai qu'en français on n'utilise plus du tout le terme de race, on parlera de groupe ethnique éventuellement. Et donc chez les Américains, ça reste encore fortement présent. Alors effectivement, si on repart dans l'origine des super-héros, les premières décennies, la seule race entre guillemets possible, c'est celle du blanc, c'est du super-héros blanc. Il n'y a pas du tout la problématique, par exemple, de l'Afro-américain, alors que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est justement un moment où les Afro-américains vont prendre conscience. Ils se battent aux côtés des blancs dans la guerre, donc c'est un petit peu le début, l'amorçage de la naissance du mouvement pour les droits civiques. Ça va arriver en fait un petit peu plus tard. Il y a effectivement une initiative qui est lancée en 1947 par un journaliste noir américain qui voudrait créer le premier book de super-héros entièrement noir. C'est publié en 1947, s'appelle All Negroes Comics. Sauf qu'apparemment, les illustrateurs se sont carrément reçus des lettres de menaces de mort. Et donc, il n'y a eu qu'un seul numéro publié. Ça s'est arrêté comme ça. Mais ça lance un petit peu assez il doit valoir cher, ce numéro. J'imagine si on le trouve en encore. Tout cas, en plus, c'est une distribution régionale assez limitée. L'idée était vraiment là. C'est un journaliste assez célèbre, d'ailleurs, de l'époque. Bon, en feuilletant le numéro qui est disponible en ligne, entièrement, on se rend compte
il n'y a pas vraiment de super-héros. Hein. Par contre, il y a un semi-super-héros. C'est une forme de Tarzan noir. Donc, on revient en Afrique, hein, mais c'est un Américain quand même, c'est un Afro-Américain qui est un scientifique et qui va défendre une montagne sacrée de l'avidité de scientifiques d'un pays vaguement communiste non identifié, puisque cette montagne magique est un gisement d'uranium et donc il veut éviter que voilà. Donc on retrouve le scientifique hein, qu'on sera repris chez Black Panther par la suite. C'est un homme très fort, c'est pas un Africain, mais son costume est un costume un peu zoulou traditionnel, mais lui-même il est américain. Donc il y a encore une fois une volonté d'hybridation. Ce qui est intéressant par contre, c'est pas effectivement une maison d'édition blanche quelque part qui ouvre comme ça sera pour la suite une petite branche pour vendre aussi dans les ghettos noirs. C'est véritablement une initiative qui vient d'intellectuels noirs et qui a besoin au fond d'occuper aussi cette place. Le petit état du Wakanda pleure la mort de son monarque, le roi T'Chaka. Ce pays reste l'un des plus pauvres et des plus isolés au monde, protégé par d'infranchissables montagnes et son épaisse forêt tropicale. Le Wakanda n'a signé aucun traité d'échange internationaux et refuse toute aide humanitaire. Le trône devrait logiquement revenir à l'aîné des 2 enfants du roi défunt, le prince T'Challa. Oui, puis on y voit finalement une sorte d'héritage après dans le vrai début des super-héros afro-américains. Donc c'est encore une fois Stan Lee, hein, le créateur de la majorité des super-héros de cette période, qui va créer donc Black Panther. T'Challa, ça commence en 66, puis après c'est une réaction en chaîne. Hein. Il crée le personnage de Faucon en 69. Il y a la réponse du coup chez DC avec le Green Lantern noir. Il s'appelle John Stewart. Comme quoi on peut décliner Green Lantern dans toutes les manières possibles. Dans tous les espaces. Et puis 72, c'est Power Man qui obtient alors du coup sa première série entièrement dédiée à un super-héros afro-américain. Donc on est en plein dans le mouvement des Black Panthers, alors radicaux, Martin Luther King, etc. Alors, plus tard, il y aura aussi des comics en Afrique, des comics africains. Alors aujourd'hui, par exemple, c'est le Nigeria hein, qui est un grand producteur. Il y a une quinzaine de super-héros nigériens qui sont des super-héros noirs parce qu'ils agissent. Hein. Mais on parlera peut-être de ça dans une autre émission. Par contre, avant, dans les années 70, donc on est à plein Silver Age, les Sud-Africains qui sont très marqués par une culture anglo-saxonne lisent communément des comics. C'est des comics habituels, Marvel, DC, qui sont imprimés par des éditeurs locaux. Alors ces mêmes éditeurs vont créer à la fin des années 70 Nike T-Man, qui est une sorte de Superman Black, hein, ce qui pourrait évidemment penser que même pendant l'apartheid, il y avait quand même une tentative de s'insurger contre un modèle, disons WASP. Hélas, il y a le professeur William Warger du département d'histoire de l'université de Los Angeles qui a analysé un peu les sources qui sont à l'origine de la création de ce personnage. Or, c'est un éditeur privé mais qui a fait un camouflage du gouvernement sud-africain de l'apartheid. Et l'idée, c'était plutôt effectivement de produire un objet de consommation courante, de culture courante, qui puisse être lu dans les ghettos noirs, mais qui puisse promouvoir une sorte de vision séparée de la société. Et donc on fait un Superman pour les noirs, un peu comme il y a des toilettes pour les noirs et des toilettes pour les blancs, ou des bus pour les noirs, ou des bus pour les blancs. Donc disons le côté sympathique de l'expériment est un peu gâché. Et dans cette même logique, hein, après, si on pense à des déclinaisons de super-héros américains dans d'autres pays, on peut penser effectivement à la série aussi de la fin des années 70 au Japon de Spider-Man, qui délaisse Peter Parker pour un certain Takura Yamashiro, qui devient donc l'alter ego de Spider-Man. Donc le Spider-Man au Japon a un autre personnage lorsqu'il n'est pas un uniforme, en tenue de Spider-Man. Donc on réécrit un peu l'histoire avec l'accord de Marvel, hein, et donc c'est un ancien coureur de motocross, donc un type assez athlétique, hein, c'est plus sexy qu'un photographe raté, qui a un bracelet qui lui permet d'avoir ses super pouvoirs, donc quelques nuances. Il y a plein de giga-robots dans la série, qui donne une petite touche plus nippone. Et voilà, ça reste Spider-Man. Hein. Ouais. Et d'autres super-héros asiatiques, par exemple pendant la guerre du Vietnam, on voit apparaître des personnages pour coller un petit peu à l'actualité des États-Unis. Alors, pendant
toutes les guerres. On va apparaître non pas des super-héros, mais des super-méchants, marqués par l'autre côté. Et puis ça, oui, on a une panoplie, mais ça, on en parlera plutôt dans l'épisode sur les guerres. On va parler sur les guerres, mais c'est vrai que les Asiatiques ont plutôt représenté les super-vilains, donc les méchants venus d'ailleurs. Pendant les années 60, d'ailleurs à la période où la Chine fait tous ses tests atomiques pour obtenir la puissance nucléaire, il y a des super-vilains chinois qui sont... Il y en a un qui s'appelle Radioactive Man, qui est représenté comme la menace jaune. Donc il est jaune, il a des espèces d'ondes qui irradient de lui. Jaune verdâtre. Jaune verdâtre, voilà, exactement, un peu maladif. C'est un scientifique qui a testé sur lui justement les ravages qui sont en guillemets atomisés et qui devient un des méchants qui se bat contre Thor et puis ensuite contre Iron Man pendant la guerre du Vietnam. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement après la guerre du Vietnam, il faut pas oublier qu'il y a une immigration massive des Vietnamiens, des boat people qui vont arriver aux États-Unis. Donc c'est aussi un nouveau public entre guillemets victime ou cible de cette pop culture et qui vont devenir consommateurs. Et il y a un personnage encore une fois chez les X-Men, une jeune asiatique, une jeune vietnamienne qui s'appelle Karma, qui perd ses parents, qui est violée par des militaires, qui va immigrer aux États-Unis dans la version BD à partir des années 80 avec ses frères et sœurs, et qui va se découvrir des pouvoirs mutants. Et ce qui est intéressant, c'est que son personnage, elle est intégrée maintenant dans la série des Nouveaux Mutants. Et elle a un double renversement en fait de le modèle de super-héroïne parce que non, elle est femme, elle est asiatique et récemment elle a avoué son homosexualité. Donc on voit finalement aussi encore une fois une réadaptation en fonction des contextes de guerre, des contextes sociaux. Au fond, c'est toutes des minorités à conquérir comme public. Il ne faut pas oublier par exemple The Punisher. Frank Castle est revenu. Le Punisher? Il est mort? J'ai pas l'impression que ce soit l'œuvre d'un mort. Le vrai nom du Punisher, c'est Francis Castiglione. Donc, l'immigré italien deuxième génération, qui est là aussi pour faire un petit clin d'œil à une minorité importante aux États-Unis, qui sont les Italo-Américains. Alors là, on parle des comics, mais est-ce qu'au niveau du cinéma, toutes ces intégrations, elles suivent, par exemple, au niveau de l'immigration des femmes? Alors, il y a, bien sûr, et ça c'est vraiment lié aussi, on va dire plutôt à l'apport du cinéma et des acteurs qui deviennent très bankable au cinéma. Donc, il y a effectivement toute la série d'acteurs afro-américains qui sont devenus des grandes têtes d'affiche. On le voit dans le personnage de Catwoman qui a changé, justement, la première adaptation dans le film de Burton, c'est Michelle Pfeiffer, donc qui est quand même la quintessence de la blonde américaine. D'origine suisse. D'origine suisse, en plus, donc typique des premiers immigrés américains aux États-Unis. Et puis après, effectivement, la deuxième fois qu'elle incarne à l'écran, cette fois c'est Alberi. L'autre nuit, tu as tué quelqu'un. C'était une gentille fille. Pourquoi? Tu donnes ta langue au chat. Qui est effectivement un des gros noms du cinéma américain et qui montre finalement effectivement comment ce modèle peut évoluer. Et puis alors on a plus récemment dans le dernier film d'animation qui est sorti au cinéma sur Spider-Man qui s'appelle le Spider-Verse, qui décline en fait tout l'univers de Spider-Man avec des différents personnages en fait de Spider-Man. Il y a effectivement un Spider-Man noir, de même qu'il y a un Spider-Woman, qui sont quand même en même temps hyper stéréotypés et clichés. Le Spider-Man noir a des Nike aux pieds, la Spider-Girl, elle a des ballerines. Donc c'est pratique pour aller kicker du méchant. C'est ça. Parfois, c'est des talons aiguilles. Oui, voilà, c'est ça. Absolument, absolument. L'immigration, donc justement, elle arrive aussi. Bon, les États-Unis, pays d'immigration par excellence, ça fait quand même beaucoup de minorités à satisfaire et à englober dans le grand marché de Marvel, de Disney et puis des comics. Exact. Le super-héros est par essence un immigré à ses origines. Superman est non seulement pas américain, mais pas terrestre non plus. C'est Krypton, son lieu d'origine. Donc c'est une manière, au fond, d'idéaliser cette origine d'ailleurs, sans en pointer une spécifiquement. Comme les États-Unis sont un pays construit par des immigrants, les super-héros sont au fond un genre construit aussi d'une certaine manière par des immigrants. Les créateurs de Superman sont les deux, des super immigrants. Il y a des super immigrants, mais oui. Des immigrés donc de l'Europe de l'Est. Donc voilà, enfin c'est une réalité qui fait partie de cet univers. Puis après on va effectivement décliner avec différentes origines, pas toutes, mais quand même. Ouais. Mais bon, dès que c'est menaçant, alors là du coup on vire évidemment chez les super méchants.
Ils viennent forcément de l'étranger, les super méchants. Ils viennent forcément de l'étranger. Et puis après, alors là, on a une grille de lecture qui est très simple au niveau géopolitique. Soit ils sont d'abord, c'est les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a le fameux super méchant qui est le Captain Swastika, donc le super vilain à battre. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que finalement, les super méchants pendant la Deuxième Guerre mondiale sont essentiellement allemands, mais ça reste finalement entre guillemets du WASP. Alors qu'on n'accorde pas aux Japonais, par exemple, le droit d'être un super vilain. Donc, mais ça, c'est pas parce que justement les créateurs sont juifs, souvent. Alors, peut-être qu'il y a de ça, mais on reste quand même dans une Amérique qui s'auto-représente, donc qui reste dans un bain qui est celui du christianisme, du blanc, et finalement le japonais, quand il est représenté comme le japonais, c'est-à-dire l'empereur japonais Hirohito, ou alors on représente Hitler en tant qu'Hitler, mais on le transforme pas en super vilain. Après, alors puis ensuite avec la guerre froide, ça continue, donc on a soit le super vilain asiatique, ou alors les super vilains venus de l'URSS. Il suffit finalement de s'adapter. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, dans le Iron Man 1, les méchants sont les talibans. Par contre, dans le Iron Man 2, le grand méchant, c'est Vanko, cette espèce de scientifique russe incarné par Mickey Rourke. On a un retour, finalement, du grand méchant russe qui est lié, finalement, à la nouvelle guerre froide avec Poutine. Si on peut faire couler le sang du bon Dieu, il n'y a plus personne qui croit en ce bon Dieu. Et l'eau sera barbouillée de sang. Et les requins viendront en nombre. La vérité, c'est que je n'ai qu'à rester ici et regarder, tandis que le monde va te consumer. Alors pendant les années 40, évidemment, on va chercher les super méchants et qui correspondent vraiment à des super méchants à tous les effets, c'est-à-dire qu'ils ont aussi l'habit du super méchant, non pas seulement chez les chefs d'État étrangers, donc Hitler et Hirohito apparaissent avec grande régularité dans les couvertures, ils se font massacrer par les super-héros américains, mais on va inventer ces super méchants et les premiers c'est vraiment des nazis, beaucoup plus rares les japonais, et on trouve dans l'ordre Capitaine Nazi, Capitaine Swastika et Baron Gestapo, qui ont tous leur cape, une grosse croix gammée sous la poitrine, parfois des épaulettes pour faire plus militaire, et sont évidemment des grands blonds aux yeux bleus, donc eux aussi très wasp. Et forcément, beaucoup de super-héros d'un côté avec beaucoup de super-vilains de l'autre côté, ça fait des super grosses guerres. Les guerres, on va parler dans un prochain épisode de Up in the Sky. À suivre.